La France a toujours été amoureuse de ses vieilles pierres. Et l'actualité nous le prouve encore, puisqu'en dépit d'un contexte inédit lié à la pandémie de Covid-19, le moral de notre marché immobilier reste au beau fixe et les prix continuent d'augmenter. Mais jusqu'à quand ? La question se pose depuis quelques mois car plusieurs voyants sont récemment passés au rouge et inquiètent les professionnels de l'immobilier. Même si le débat est toujours ouvert, l'expression « bulle immobilière » commence à fleurir dans les médias et les milieux spécialisés. L'immobilier français est-il au bord du crash ? Peut-on vraiment parler de bulle immobilière et y a-t-il un risque que nos marchés se retrouvent prochainement dans la tourmente ? Quelles pourraient alors en être les conséquences ? Deux camps s'opposent aujourd'hui. Ceux qui pensent que tout va très bien se passer et ceux qui, au contraire, estiment que l'heure du rééquilibrage des prix est venue. Nous allons vous expliquer tout cela, mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, et si vous voulez soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Bienvenue sur Money Radar. L'immobilier a toujours été au cœur des préoccupations des Français. D'abord parce que l'achat d'une maison ou d'un appartement est traditionnellement le premier objectif d'un ménage avant tout autre projet. Selon l'INSEE, au 31 décembre 2020, 6 Français sur 10 sont propriétaires d'un bien immobilier et acheter est toujours le rêve de 78% des non-propriétaires. Ensuite parce que la pierre se rentabilise facilement. Elle constitue pour cela un parfait actif patrimonial, en plus de faire partie de ce que l'on appelle les valeurs refuges, celles qui protègent le capital. L'histoire a prouvé en effet que l'immobilier était résilient, peu sensible à l'inflation et à la plupart des crises. Elle a aussi montré que vivre dans ses propres murs protégeait bien mieux des revers de fortune. Mais le marché de l'immobilier n'est pas stable et encore moins immuable. En dépit d'une croyance populaire qui veut que les prix ne baissent jamais, il varie dans les deux sens selon plusieurs facteurs. Avant de nous pencher sur ce qui fait bouger les prix de nos maisons, voyons en 20 secondes quelques fondamentaux du marché de l'immobilier. Pour commencer, nous ne parlons pas d'un marché unique, mais en réalité de plusieurs marchés qui s'entremêlent. Le neuf et l'ancien, selon le type de bien, résidentiel, appartements et maisons, logistique, entrepôts et plateformes, locaux commerciaux et bureaux, selon la situation géographique, Paris, ville moyenne ou province, hypercentre ou périphérie, ville et campagne, etc. Sur ces marchés, nous avons d'un côté des acheteurs, ménages, entreprises, investisseurs, qui constituent la demande, et des vendeurs propriétaires qui constituent l'offre. Comme c'est le cas sur la plupart des marchés, les prix sont principalement déterminés par la confrontation entre l'offre et la demande, elle-même dépendante d'autres facteurs. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, comme c'est le cas en France actuellement, les prix montent naturellement et inversement. Dans certaines conditions que nous verrons plus loin, il peut arriver que les prix augmentent de façon déraisonnable, créant un décalage plus ou moins important entre le prix de vente du bien et sa valeur réelle. C'est ce qu'on appelle une bulle. Plus les prix grimpent et plus le décalage fait gonfler la bulle. Lorsqu'elle éclate, les prix reviennent plus ou moins rapidement à un nouveau point d'équilibre entre offre et demande. La bulle peut ne concerner qu'un seul de nos marchés ou plusieurs en même temps. Une bulle qui ne touche que le secteur de logement à Paris ou à Rennes aura moins d'impact sur le fonctionnement de l'économie nationale qu'un éclatement général, et dans ce dernier cas, le retour à la normale après une crise immobilière majeure peut prendre du temps. Et elle n'est pas sans conséquences. En France, nous avons déjà dû faire face à cette situation et aux suites dramatiques qu'elle a engendrées, et ce n'est pas si loin que cela puisque ça date de 1984. L'immobilier est alors en plein délire, le marché a triplé en 5 ans, et à Paris, les prix ont grimpé de 200%. La période d'expansion économique a vu se multiplier les candidats à l'achat. Les marchands de biens et les investisseurs spéculent à tour de bras malgré des taux de crédit qui dépassent les 10%. 1991, c'est la guerre du Golfe, l'escalade prend fin. Les ventes ralentissent subitement et les prix vont chuter inexorablement jusqu'en 1991. À Paris, l'immobilier perd plus de 40%. La quasi-totalité des professionnels du secteur, promoteurs et investisseurs, se retrouvent en difficulté face à des biens dont la valeur ne permet plus de couvrir les emprunts qui les ont financés. De grandes banques comme le Crédit Foncier ou le Crédit Lyonnais doivent faire face à de lourdes pertes. Après cela, la France entre en récession, une situation tumultueuse dont elle ne sortira qu'en 1998, au prix d'une baisse continue des taux directeurs qui n'atteindront jamais plus de tel niveau. Et la courbe des prix repart à la hausse pendant 10 ans. Il grimpe à nouveau de 150% avant que les subprimes et la chute de la banque Lehman Brothers aux USA ne viennent informer le monde entier que la spéculation sur les crédits immobiliers n'est pas sans risque. Depuis, le niveau des prix suit toujours une progression haussière, alternant régulièrement les périodes de baisse et de hausse, moins 10% jusqu'en 2009, puis plus 13%, avant de rebasculer en 2013 pour 7% de baisse. Depuis 2016, l'immobilier est de nouveau en grande forme et depuis le début de la pandémie, le mouvement haussier s'accélère. Certains spécialistes se demandent donc s'il ne serait pas en trop grande forme. Alors voyons comment se porte le marché immobilier français début mai 2021. Eh bien d'abord, il a le moral. Selon un sondage OpinionWay réalisé pour le site seloger.com en février dernier, l'immobilier est toujours attractif et la confiance reste de mise.
83% des porteurs de projets immobiliers de moins de 35 ans pensent réaliser leur opération cette année. Du côté des vendeurs, c'est 72% des propriétaires dont le bien est déjà en vente qui sont convaincus de réussir à signer cette année. Et pour cause, les transactions ont repris dès le mois de janvier. Les confinements et les mesures de restriction des déplacements n'ont fait que mettre la machine sur pause et retarder les projets qui se sont tout simplement dénoués pendant les périodes de déconfinement. Fin février 2021, on enregistrait déjà 1 046 000 nouveaux contrats, compromis de vente ou contrats de réservation. C'est déjà plus que toute l'année 2020 et 100 024 000 transactions. Côté force, et selon les spécialistes, le marché commence à se tendre et il y aurait de moins en moins de biens en vente. Ce sont donc les vendeurs qui dictent leurs conditions. Conséquence, les prix flambent dans certaines régions, notamment l'Île-de-France, qui se voit envahie par des citadins à la recherche de plus d'espace ou de verdure. Elle enregistre une progression de 6,4% en 2020. Mais la hausse est quasi générale avec des records battus par exemple dans l'Ancien, à Brest, plus 17,3% sur les maisons, à Rennes, plus 14% sur les appartements, à Saint-Étienne, plus 13,7% sur les maisons, à Bourges, plus 12,8% sur les appartements, à Amiens, plus 11,4% sur les appartements. Alors, l'immobilier français est-il en surchauffe ? Nous l'avons dit, le sujet est controversé. Les notaires de France, dans leur dernière note de conjoncture immobilière datée d'avril 2021, prévoient une stabilisation des prix en douceur et même une légère baisse à l'image de Paris. Elle semble avoir atteint son plafond après avoir vu le tarif de son mètre carré multiplié par 2 en 10 ans. Mais les autres professionnels du secteur ne sont pas aussi optimistes, car ce que l'on observe, c'est que les prix continuent de monter. Pour acheter dans la capitale, il faut aujourd'hui débourser en moyenne 10 547 € du mètre carré contre 10 380 en février 2020, soit une hausse de 1,6%. Certains prévoient même déjà une correction dès le deuxième semestre 2021 et jusqu'en 2022, à l'image de Marc Toiti, économiste et président du cabinet ACDFI. Lui-même s'attend à une baisse générale d'au moins 20%. Sur quoi se base-t-il pour étayer son hypothèse ? Quels sont les risques qui pèsent sur un marché français qui semble se porter à merveille ? Selon les notaires, il n'y aurait pas de bulle. Les prix résulteraient d'une alchimie naturelle entre la situation économique actuelle, qui booste la demande, et la démographie française qui entraîne l'apparition de nouveaux jeunes actifs. Ajoutez à cela des taux d'intérêt bas et les changements de mode de vie liés à la crise sanitaire, et le niveau des prix est justifié. D'ailleurs, la crise n'étant pas encore terminée, on pourrait croire que les envies d'espace des Français n'auraient aucune raison de disparaître. Mais pour les autres professionnels, la situation est bien plus compliquée et les dangers qui pèsent sur le marché sont tout autres. Ils sont moins visibles, plus sournois et résultent avant tout des mécanismes économiques et sociaux. Une hausse des prix sur le marché de l'immobilier n'est pas fondamentalement une mauvaise chose, mais pour que tout se passe bien, il faut que les revenus suivent. Or actuellement, ça n'est pas du tout le cas. En France, l'indice du prix des logements représente 170% du revenu disponible des ménages contre 110% en 2000. La croissance a reculé de 8,4% en 2020 et peine à se maintenir la tête hors de l'eau avec un petit 0,4% de hausse au premier trimestre 2021. 125 000 ménages par an abandonnent leur projet. La correction apparaît alors comme inévitable et même souhaitable et pour plusieurs raisons. Les prix deviennent trop élevés. Nous venons de le voir, la courbe du revenu disponible des ménages ne suit plus celle des prix de l'immobilier et il arrivera forcément un moment où le niveau atteint sera tellement élevé que plus personne ne voudra plus ou ne pourra plus acheter. C'est mathématique. Le crédit va devenir moins accessible. Les taux et l'emprunt sont les deux moteurs de la demande immobilière. Plus il est simple d'emprunter, si possible pas cher, plus les transactions augmentent. Là aussi, c'est mathématique. Or, en janvier dernier, les banques ont été invitées par le Haut Conseil de stabilité financière à restreindre leurs conditions d'accès au crédit. Désormais, elles ne proposent plus de durée supérieure à 25 ans et les projets doivent respecter un taux d'endettement strictement inférieur à 33%, ce qui n'était pas le cas de 5% des crédits accordés en 2020. L'endettement a atteint ses limites et tous les acteurs économiques sont concernés. Selon la Banque de France, les encours de crédit détenus au 31 décembre représentent 82% des revenus des ménages et ils progressent encore de 4,1% au premier trimestre 2021. De leur côté, les entreprises qui souffrent du manque d'activité suite à la crise sanitaire se retrouvent elles aussi en situation difficile. Enfin, l'État doit lui aussi faire face à un endettement record de près de 116% du PIB en 2020 qui laisse planer la menace d'une hausse des taux directeurs. Que se passera-t-il quand les défauts de paiement vont apparaître, comme ce fut le cas au début de la crise de 2007 ? La comparaison n'est pas anodine car selon la banque suisse UBS, le scénario pourrait se reproduire. L'impact social de la crise sanitaire est plus important que prévu. Bien qu'il soit encore difficile de l'évaluer avec précision, d'autant plus qu'elle n'est pas encore sous contrôle, des dizaines de milliers de Français doivent d'ores et déjà faire face à une diminution de leurs revenus et les conséquences de la crise devraient continuer d'exercer des pressions à la baisse sur les salaires. D'après l'IFOP, les 10 millions de pauvres ont été dépassés en 2020, alors qu'ils étaient déjà 9 300 000 en 2008, et le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de 7,5%.
On assiste actuellement à un phénomène de nivellement social par l'immobilier. Les ménages les plus modestes vont se voir refuser l'accès à la propriété et les banques ne devraient pas changer de position tant que les incertitudes économiques liées à la crise sanitaire ne seront pas levées. Seuls les plus riches pourront s'offrir le luxe d'acheter les biens disponibles, qui seront ensuite laissés vacants ou loués à des prix délirants avec pour résultat une vraie crise du logement et la formation de ghettos. Mais les particuliers ne seront pas les seuls touchés. Les institutionnels et les gros investisseurs s'inquiètent eux aussi. Avec le triomphe du télétravail, ils devraient assister prochainement à la fonte du taux d'occupation de leurs immeubles de bureaux. La rentabilité des hôtels et résidences de vacances est elle aussi menacée à très court terme. Enfin, la crise économique risque également de pousser les locataires de locaux commerciaux à mettre la clé sous la porte, ce qui entraîne l'annulation de nombreux baux. Les arguments en faveur d'un rééquilibrage des prix ne manquent pas. C'est la demande qui soutient le marché, elle-même soutenue par les revenus, l'emprunt et la situation économique. Supprimez les piliers de la demande et la bulle éclate. Le mécanisme qui déclenche l'explosion est le suivant. Nous partons d'un marché en pleine folie, soutenu par des taux bas et des crédits accessibles, mais dont une partie des candidats perd peu à peu ses capacités d'emprunt. Les banques décident de se conformer aux directives et durcissent leurs conditions. Les acquéreurs qui doivent faire face à une baisse de revenus ou ne peuvent plus emprunter suffisamment se voient obligés de reporter leurs projets faute de moyens. Les propriétaires qui se retrouvent eux aussi face à une baisse de revenus sont pris à la gorge par des charges trop élevées et envisagent de revendre leurs biens. Les prix commencent à baisser. L'immobilier résidentiel et les locaux logistiques résistent, tandis que les bureaux, les locaux commerciaux ou l'hôtellerie n'ont déjà plus la cote. Les acheteurs reportent leurs projets et les vendeurs paniquent. Il faut vendre avant que cela ne baisse encore. Les prix chutent. Les investisseurs se retrouvent avec des dettes supérieures à la valeur de leurs biens. Ajoutez à cela d'autres facteurs comme la prochaine disparition de nos aînés de la génération du baby-boom, synonyme de nouveaux biens disponibles, ou encore l'endettement généralisé, et vous obtenez l'inverse de la situation actuelle. Une offre de biens pléthorique, des acheteurs qui n'achètent plus, et donc une chute brutale des prix. Alors, qui a raison ? Les deux. Oui, les prix ont flambé, et oui, les prix vont baisser, mais ils ne vont pas s'effondrer, car oui, la pierre c'est du solide, et ce sera toujours le placement préféré des Français. Du côté des professionnels, on estime qu'un ajustement à la baisse serait reçu comme une bouffée d'oxygène, car nous l'avons vu, de nombreux biens sont devenus hors de portée pour une majorité de ménages français, déjà fragilisés par la crise, et les conséquences sont dramatiques. L'immobilier tire avec lui les loyers vers des niveaux jamais atteints, et il est devenu très difficile de se loger à des prix raisonnables dans la plupart des grandes villes de France, comme Rennes, Lyon ou Amiens, sans parler de Paris. Une correction serait donc la bienvenue. Toujours selon Marc Toiti, un réajustement est nécessaire pour alimenter la demande. Ainsi, de nombreuses familles auraient à nouveau la possibilité de devenir propriétaires à leur tour. Néanmoins, l'immobilier résidentiel devrait tenir le coup, comme le prévoient les notaires, si la situation financière des ménages ne se dégrade pas trop vite, au risque de précipiter l'afflux de nouveaux biens sur le marché. Les perdants seront les investisseurs qui ont misé sur les immeubles de tourisme ou de bureaux, devenus impossibles à rentabiliser, ou sur les locaux commerciaux aujourd'hui désertés et invendables. Les vrais gagnants seront bien sûr les candidats à la propriété ou les investisseurs qui auraient la bonne idée de patienter jusqu'à l'année prochaine pour réaliser leurs transactions. Tous les effets de la crise sanitaire ne sont pas encore connus et elle n'est toujours pas terminée. Notre économie est capricieuse et il n'est donc pas interdit de patienter. Pour en apprendre plus encore, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur Michael Burry et la crise des subprimes. On vous y explique les fondamentaux des crédits hypothécaires américains et comment ils ont causé l'une des pires crises de l'économie moderne. Et n'hésitez pas à suivre les autres liens qui figurent dans le descriptif. Et si cette vidéo vous a plu ou qu'elle vous a été utile, likez et partagez. Enfin, n'oubliez pas que le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner pour encore plus d'actualités, d'avis et de comparatifs. C'était Moni Radar, à très bientôt.